Résidence principale, société civile, oui ou non? Pour ou contre? Disposition applicable à la résidence principale directement, pas lorsqu'elle est détenue par une société. Résidence principale, les inconvénients de la détention directe. Ensuite, les avantages de la société civile. Comparaison entre une détention directe ou par une société civile. Mise à disposition gratuite du logement, est-ce que c'est une libéralité rapportable ou non? Et enfin, société civile et résidence principale, attention, évitez l'IS, l'impôt sur les sociétés. Disposition applicable à la résidence principale lorsqu'elle est détenue directement, la protection du logement de famille. Voilà, c'est une disposition du régime primaire des régimes matrimoniaux, quel que soit le régime matrimonial avec ou sans contrat de mariage. Le conjoint, eh bien, il jouit d'une certaine protection, c'est-à-dire que même si le logement appartient en propre à un seul époux, il faut que le conjoint donne son accord pour en disposer. Moi, je trouve que c'est plutôt un inconvénient pour celui qui possède l'immeuble. C'est une entrave, on le verra, à la liberté de disposer, mais c'est une protection. Le droit viager et temporaire du logement du conjoint survivant, mais c'est une protection dérisoire pour le conjoint survivant, donc pour moi, ce n'est pas vraiment un avantage. L'abattement de 20% de la base taxable au droit de succession sur la résidence principale, oui. L'abattement de 30% en ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière, bon, oui. La protection de l'emprunteur immobilier professionnel, oui, bon. Sauf si c'est une société civile, ça ne s'applique pas, sauf si les statuts le prévoient, donc voilà. Et enfin, l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, mais pour moi, le statut d'entrepreneur individuel, c'est une hérésie. Donc, ce n'est pas forcément un avantage. Donc, résidence principale, inconvénient de la détention indirecte. Donc, le conjoint, la protection du logement de famille ne s'applique qu'aux personnes mariées. C'est le régime primaire du mariage, qu'il y ait un contrat ou pas, quel que soit le régime matrimonial. Et, je le soulignais, c'est une entrave à la liberté de disposer d'un bien propre. Inconvénient de la détention directe, eh bien, c'est le droit viager éventuellement au logement, une certaine protection, ben là encore à condition d'être marié. C'est la perte du droit viager en cas de vente de la résidence et la valeur du droit viager s'impute sur les droits du conjoint survivant. En termes d'IFI, inconvénient de la détention directe, c'est le redevable de l'IFI, eh bien c'est le titulaire du droit d'habitation. Et au premier décès, le survivant est en indivision avec les autres héritiers du défunt. Et l'indivision, ça va entraîner notamment la perte des pouvoirs de gestion. Il faudra notamment l'unanimité pour vendre la résidence principale. Troisième point, résidence principale, avantage de la société civile. Protection du logement familial pour le survivant, non pas forcément uniquement pour le conjoint survivant, marié, mais aussi pour le partenaire pacsé, voilà, pour le concubin. En effet, je dis souvent que la société civile est un ersatz au contrat de mariage. Vous voyez bien que si mon conjoint, concubin, partenaire pacsé détient même 1% des parts de la société, mais détient tous les pouvoirs, et il est nommé gérant successif après moi, bien, il y aura tous les pouvoirs pour gérer librement le patrimoine, et on pourra même insérer dans les statuts des clauses de répartition inégalitaire du résultat du dividende. Donc, le survivant, quel que soit le statut matrimonial, peut utiliser gratuitement le logement, le vendre, le louer, si les statuts l'ont prévu, même s'il est minoritaire au capital de la société. Voilà. Et ça confère des droits bien supérieurs aux droits viagers du logement de famille. En termes de transmission, possibilité d'une donation-partage en gardant les pouvoirs, alors que on ne peut pas, on verra les deux arrêts de la Cour de cassation,
il est impossible de procéder à une donation-partage sur des immeubles directement. Pourquoi? Parce que qui dit donation-partage dit partage. Or, on ne partage pas comment on partage un immeuble en entier, hein. C'est impossible. Au premier décès, statut d'indivision sur les parts, pas sur l'immeuble. L'indivision de droit commun sur un immeuble, on a vu la perte des pouvoirs de gestion, notamment l'unanimité pour les actes de disposition, les actes importants sur l'immeuble, ici non. Pour toutes les sociétés, les indivisaires sont représentés par un mandataire unique. C'est obligé. Et si les statuts ne prévoient pas le mandataire unique, erreur, eh bien, ça va être le juge qui va nommer le mandataire. Mais les statuts peuvent prévoir le mandataire en cas d'indivision. Et là, c'est le mandataire qui vote à la place de tous les indivisaires. On ne peut pas priver l'indivisaire de participer aux décisions collectives, mais en aucun cas, il ne peut voter. Là encore, avantage de la société civile en termes d'impôt sur la fortune immobilière. Le redevable, c'est l'associé des parts, donc pas forcément le survivant, puisqu'on a vu que le survivant, il pouvait détenir 1% du capital, et si c'est transmis aux enfants du défunt, c'est eux qui sont redevables de l'IFI. Pas d'abattement de 30% applicable lorsque la résidence principale est détenue directement, mais tolérance pour pratiquer un abattement pour illiquidité des parts. On cite généralement un abattement de l'ordre de 10 à 20%. Impôt sur la plus-value, exonération de la plus-value sur la cession de la résidence principale et également, on va le voir, exonération de la plus-value sur la cession des parts représentatives de la résidence principale. Droit de succession, pas d'abattement de 20%, applicable lorsque la résidence principale est détenue directement, mais là encore un abattement de 10 à 20% pour illiquidité des parts. Alors, je vous ai mis juste dans le tableau en dessous la situation du conjoint survivant usufruitier concernant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ça concerne les conjoints mariés. Alors, soit l'usufruit résulte d'une disposition légale, et son origine est légale, soit conventionnelle, notamment par une donation au dernier vivant. À ce moment-là, si c'est un usufruit légal, il y a répartition de l'IFI entre usufruitier et nu propriétaire selon le barème fiscal 669 du Code général des impôts. Sinon, bien, c'est le conjoint survivant qui est imposable sur la valeur de la pleine propriété. Attention au choix. Occupation gratuite du logement détenu par la société civile. Attention, il y a tout intérêt à prévoir cette mise à disposition gratuite dans les statuts de la société civile. Parce que si l'objet social ne le prévoit pas, bien, la décision doit être soumise à l'unanimité des associés, sauf clause contraire, puisque le Code civil nous dit que les décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant doivent être prises à l'unanimité des associés, sauf clause contraire. Donc je vous ai mis la jurisprudence en dessous. Donc dans l'objet social, prévoir la mise à disposition gratuite, voire le prêt gratuit. Les deux. Mise à disposition gratuite, attention, ça peut être considéré comme une libéralité rapportable dès lors que l'intention libérale est prouvée. Et s'il s'agit d'un prêt, bien, ce n'est pas une libéralité et qu'il est forcément non rapportable. Comparaison de la détention directe de l'immeuble. On peut prévoir, juste je reviens sur le commodat, prévoir dans l'objet social le prêt gratuit. Comparaison détention directe d'un immeuble ou par l'intermédiaire d'une société civile. Alors, immeuble, société civile. En ce qui concerne la gestion de l'indivision,
attention, pour l'immeuble, il faut l'unanimité pour les actes de disposition, alors qu'on l'a vu s'agissant d'une société civile, d'une société et d'une société civile, eh bien, c'est le mandataire de l'indivision qui va prendre tous les pouvoirs et on a tout intérêt à prévoir le mandataire dans les statuts. Pour un immeuble direct, tout indivisaire peut obtenir le partage. Ici, la société civile, pas du tout. Éventuellement, le partage des parts, si elles sont à l'indivision, mais pas forcément, toujours, puisqu'on peut très bien prévoir la rémunération des parts par la remise de biens propres, mais avec des clauses d'agrément, des clauses d'inaliénabilité, des clauses d'exclusion, je maîtrise complètement la composition du capital de la société. Pour un immeuble détenu directement, eh bien, répartition des loyers proportionnels aux droits indivis, alors que pour la société civile, la société peut ne pas vouloir distribuer, elle peut capitaliser ses loyers, et si les statuts prévoient une répartition inégalitaire du résultat, eh bien, la répartition du résultat n'est pas forcément proportionnelle au capital. Pouvoir de l'usufruitier. Si l'immeuble est détenu directement, si l'usufruitier veut disposer de l'immeuble, le vendre, il faut l'accord unanime des nus propriétaires. Et la règle, une fois que la vente a lieu, la règle, c'est le partage des liquidités, sauf accord pour reporter le démembrement sur un autre bien. 621 du Code civil. Pour une société civile, pas du tout. Les pouvoirs de l'usufruitier des parts, ce sont les parts qui sont démembrées. Les pouvoirs de l'usufruitier, c'est ceux qui figureront dans les statuts. Et généralement, même si j'ai procédé à un démembrement de propriété, bien, l'usufruitier, il va détenir ses pouvoirs non seulement parce qu'il est aussi gérant, mais aussi il détient par ailleurs des parts de préférence en pleine propriété. Et éventuellement, je vais lui attribuer le droit de vote. Attention, évacuer, supprimer dans les sociétés civiles les AGO, les AGE, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune obligation de prévoir des AGO ou des AGE dans les sociétés civiles. C'est la collectivité des associés qui décide uniquement pour les décisions dites collectives. Droit de l'usufruitier. Lorsque l'immeuble est détenu directement, il a droit au loyer. Et s'il s'agit d'une société civile dont les statuts sont correctement rédigés, libre répartition du dividende et du boni de liquidation. Le boni de liquidation, c'est ce qui reste quand on liquide la société, après remboursement des créanciers, remboursement du capital, des comptes courants, et on partage le boni de liquidation. Et le Code civil nous dit que le partage du boni de liquidation est proportionnel aux bénéfices sociaux, sauf clause contraire. Donc la clause contraire. Si l'immeuble est détenu directement, en principe, les gros travaux sont à la charge du nu propriétaire, mais la jurisprudence est constante pour dire qu'en aucun cas l'usufruitier ne peut obliger le nu propriétaire à réaliser les gros travaux, au sens du 606 du Code civil. L'immeuble, vente de l'immeuble, bien, partage des liquidités sauf accord unanime contraire lorsqu'il y a un démembrement pour reporter le démembrement sur un autre bien. Lorsqu'il s'agit de vente, alors lorsqu'il y a une société civile, il y a en principe toujours le choix entre la vente de l'immeuble par la société ou la vente des parts par l'associé. Et si le gérant décide de vendre l'immeuble, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de partage. Les liquidités sont dans la société et le gérant utilise les liquidités comme il l'entend. On préserve le patrimoine. En termes de transmission, donation, un partage impossible sur des immeubles directement. Donc voici les deux arrêts de la Cour de cassation. Donation, partage possible sur les parts de société. Fiscalité, pour l'immeuble détenu directement, attention, la dette
contractée pour l'acquisition de l'immeuble, si je donne l'immeuble, est en principe déductible, mais sous cette condition, dont voici deux. 1. Le donataire doit prouver qu'il prend en charge directement le remboursement du prêt. 2. Il faut l'accord de l'établissement de crédit. Je passe les autres, parce que déjà les deux ne sont jamais réunis. S'il s'agit d'une société civile, le gros avantage de la société civile, c'est la transmission, puisque la dette est contractée par la société, je donne les parts, eh bien, la dette contractée par la société est déductible de la base taxable au droit d'une mutation à titre gratuit sans aucune condition. Concernant l'usufruitier, l'imposition, la fiscalité, l'usufruitier est imposable sur les revenus, le nu propriétaire sur la plus-value. S'agissant d'une société civile à l'IR, l'administration fiscale dit qu'en principe, c'est l'usufruitier qui est imposable sur les bénéfices courants, le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels, sauf convention régulièrement conclue avant la clôture de l'exercice ou si les statuts prévoient une répartition différente. Plus-value et délai de détention pour l'immeuble détenu directement, bien, la durée, ça va dépendre de la date d'acquisition de l'immeuble. S'il s'agit d'une société civile à l'IR, bien, ça va dépendre de l'acquisition ici des parts ou de la société ou de l'acquisition de l'immeuble par la société. Et comme j'ai le choix, en principe, si j'ai pris mes précautions, de vendre les parts ou que la société vende l'immeuble, vous voyez, j'ai deux choix possibles. Ben, je vais prendre éventuellement celle où le délai de détention est le plus ancien. Alors, ça, c'est les dispositions applicables aux immeubles. Je rappelle simplement que s'il s'agit de la résidence principale, elle est exonérée de la plus-value, que ce soit la vente des parts ou de l'immeuble. Concernant l'IFI, l'immeuble détenu directement, moins 30% d'abattement sur la valeur de la résidence principale. Si ce sont les parts, j'ai un abattement pour illiquidité. Mise à disposition gratuite d'un logement, s'agit-il d'une libéralité et d'une libéralité éventuellement rapportable à la succession? Alors, je rappelle ce que c'est que le rapport à la succession. Le rapport s'impose aux héritiers jusqu'au 6e degré. Et en fait, c'est pour s'assurer que l'égalité a été respectée entre les héritiers. J'ai reçu 100 quand j'étais petit, mon frère n'a rien reçu. Au moment de la succession, le bien reçu 100 vaut 500. Eh bien, je devrais rapporter à la succession 500 et mon frère aura droit à 250. Donc, vous voyez que le rapport, ce n'est pas forcément une bonne affaire, mais ça peut l'être. Hein. Moi, j'ai tendance, dans mes libéralités, à maintenir le rapport. On verra ça dans le cours transmission. Si l'intention libérale est prouvée par les héritiers, eh bien, la mise à disposition gratuite d'un logement indépendant constitue une libéralité rapportable à la succession, contrairement à l'hébergement d'un enfant à leur domicile. Pourquoi? Parce que la mise à disposition d'un logement indépendant entraîne un appauvrissement. Et donc, voilà. Et c'est rapportable parce que si le rapport n'a pas été écarté dans la libéralité, ben, la libéralité, elle est rapportable, à moins de l'avoir écarté. Mise à disposition gratuite d'un logement par l'usufruitier au profit du nu propriétaire constitue là aussi une libéralité avec une indemnité de rapport, sauf s'il était écarté dans un acte antérieur. Qu'en est-il d'une mise à disposition par une société? Eh bien, une société peut consentir une libéralité. Selon un arrêt de la Cour de cassation, eh bien, les libéralités sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales. Et donc, simplement la différence qu'il va y avoir, c'est que si c'est la société qui consent une libéralité, comme à un non-associé, par exemple, à un enfant d'un associé,
Eh bien, à ce moment-là, vous voyez bien que l'enfant de l'associé n'est pas un héritier de la société et le rapport ne s'applique qu'aux héritiers. Donc, il s'agira d'une libéralité, mais non rapportable à la succession, avec, comme s'agissant d'une libéralité entre étrangers, une taxation à 60%. Société civile et résidence principale, éviter l'impôt sur la société. Fiscalité de la mise à disposition gratuite de l'immeuble, en distinguant donc les sociétés civiles à l'IR et les sociétés civiles à l'IS. Et voyons, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les plus-values. Société civile à l'IR, impôt sur le revenu. La mise à disposition gratuite de l'immeuble à un associé ou à un tiers, eh bien, il faut regarder si l'immeuble est à usage d'habitation et donc la résidence principale. Si oui, si l'immeuble est à usage d'habitation, pas de loyer à déclarer et les charges ne sont pas déductibles. Alors, on a vu des cas d'abus de droit d'ailleurs, d'abus de droit fiscal, où la personne se louait sa résidence, donc les charges là sont déductibles, mais si c'est fait dans le but de déduire les charges, eh bien, ça encourt le risque de l'abus de droit. Non, l'immeuble n'est pas à usage d'habitation, eh bien, il y a un loyer fictif à déclarer, et s'il y a un loyer fictif à déclarer, il y a des charges déductibles. Concernant l'impôt sur la plus-value, voyons, s'agissant d'une part de la cession de la résidence principale et de la cession de parts sociales. S'agissant de la résidence principale, on a vu que la résidence principale est exonérée de la plus-value. Eh bien, là aussi, la vente des parts qui correspondent à la valeur de la résidence principale sont également exonérées. Donc, voici le texte pour l'exonération de la plus-value lorsque la société vend l'immeuble qui sert d'habitation principale. Voilà. Donc, l'exonération ne portera sur la fraction de l'immeuble occupée par l'associé à titre de résidence principale et la quote-part revenant à cet associé. Donc, que la résidence principale soit vendue à titre personnel, détention directe, ou vendue par la société, exonération pour résidence principale. Mais l'exonération pour résidence principale s'applique également à la cession des parts sociales. Donc, exonération pour cession des parts. À condition que la société civile soit à prépondérance immobilière. Attention, si la société civile détient la résidence principale qui représente moins de 50% de son actif durant la clôture des 3 derniers exercices et plus de 50% d'actifs non mobiliers, l'exonération ne pourra pas s'appliquer. Il faut que la société civile soit à prépondérance immobilière et sera exonérée la fraction de la plus-value déterminée en fonction de la valeur du logement occupé par l'associé par rapport à la valeur globale de l'actif de la société. SCI à l'IS, à éviter, résidence principale, bien de jouissance, donc tout ce qui vient de jouissance, éviter l'IS. Mais je connais, j'en vois, y compris des personnes du chiffre qui détiennent leur résidence principale à l'IS. En ce qui concerne l'imposition des revenus, attention, ça va entraîner 2 impôts. D'une part, l'imposition de la société et l'imposition de l'associé. Imposition de la société à l'IS, lorsque la société à l'IS met un actif à la disposition gratuite d'un associé, eh bien, la société doit intégrer dans son chiffre d'affaires les revenus fictifs à hauteur de la valeur locative du bien. Et deuxième imposition, celle de l'associé à l'IR, parce que ça constitue un avantage en nature et donc c'est considéré comme un dividende distribué et taxable en tant que dividende.
Ça, c'est ce qui concerne l'imposition des revenus. Et voici l'imposition des plus-values qui n'est pas favorable pour les sociétés à l'IS. Alors, comparaison entre société à l'IS, société à l'IR à prépondérance immobilière. Et on a vu que s'agissant de la résidence principale, eh bien, elle est aujourd'hui totalement exonérée, quel que soit le délai de détention. Sinon, si c'est un immeuble qui n'est pas résidence principale, eh bien, il va y avoir un abattement pour durée de détention et une exonération totale après 30 ans. Que la cession porte sur les parts de la société ou sur l'immeuble détenu par la société. Lorsque la société est à l'IS, eh bien, lorsqu'elle vend l'immeuble, et elle va vendre l'immeuble, mais attention parce que on va déduire les amortissements pratiqués et tout ça va être taxable, la plus-value va être taxable au taux de l'impôt sur les sociétés, avec d'abord un taux réduit à 15% en deçà de 38 120 €, mais au-delà 25%. Et en cas de vente des parts, bien, les plus-values mobilières et des droits sociaux. Attention, la plus-value n'est pas la même lorsqu'on vend un immeuble sous l'IS, le montant de la plus-value, qu'à l'IR. Si c'est à l'IS, comme on pratique un amortissement déductible du résultat chaque année de la société, lorsque la société va vendre l'immeuble, il va falloir ajouter au calcul de la plus-value tous les amortissements qui ont été pratiqués, de telle sorte que en fait, la plus-value de l'immeuble, s'il a été totalement amorti, c'est la valeur vénale de l'immeuble. Merci.